Merci beaucoup, Elisabeth. Alors, Graphethnos, c'est un outil de valorisation et de mutualisation des collections écomuséales et des musées de société. Je tiens tout de suite d'ailleurs à remercier le point médian éco.musée qui nous permet une écriture plus inclusive au sein du réseau très diversifié qu'est la FEMS. Et au sein justement de ce portail commun, il y a plusieurs objectifs très opérationnels, à savoir la première, une meilleure reconnaissance et une meilleure connaissance de chaque adhérent du patrimoine populaire en général, c'est-à-dire une meilleure compréhension des différents objets et typologies de collection qu'il y a au sein de nos écomusées, enfin éco.musée. Cette meilleure reconnaissance, elle a autant un impact professionnel pour nous directement, c'est-à-dire un meilleur travail en termes de stratégie d'acquisition, de dépôt, d'enrichissement ou de valorisation scientifique. Et puis également, elle permet de porter un regard tout particulier vis-à-vis des enjeux contemporains dont on a, je ne sais combien, énuméré les fondamentaux hier soir et aujourd'hui. C'est aussi l'occasion de développer des collaborations scientifiques et de promouvoir une complémentarité, puisque l'histoire de l'éco.muséologie, c'est une histoire qui s'est aussi faite de dissolution, de transformation et de modalités d'institutionnalisation qui, des fois, ont amené des objets à se déplacer ou à perdre des contextes géographiques. Alors, les choses restent dans les notices, mais leurs interactions ne sont plus nécessairement les mêmes avec le territoire d'origine. Et donc là, c'est l'enjeu de proposer une complémentarité nationale pour retrouver une cohérence et en même temps une mise en avant des diversités des territoires. Permettre la mise en ligne simple, c'est-à-dire là-dessus que ce futur portail des collections qui arrive sous peu d'ailleurs, je tease un peu la suite, va permettre en fait une mise en avant et une valorisation de manière la plus simple possible dans un processus de transmission de la donnée. Donc là, essayer de travailler à un design ou une activité qui permette justement cette mise en application numérique de manière beaucoup plus fluide. Et puis enfin et surtout, c'est un enjeu de soutien donc à la fois scientifique et en même temps de vouloir participer à la valorisation des adhérents du réseau dans leurs pratiques numériques et dans leur gestion informatisée. Et je laisse tout de suite la parole à Charles. Ouais, merci, bonjour. Donc je refais un petit point historique sur ce projet qui a émergé il y a quelques années déjà maintenant. On avait fait en début 2023 un appel à manifestation d'intérêt qui avait amené à la constitution d'une sorte de groupe de travail, ou en tout cas de groupe d'institutions intéressées que vous voyez ici sur la carte, et avec qui on avait fait plusieurs réunions de réflexion, de brainstorming ou de recueil de besoins, d'envie, etc. Et suite à ce travail qui a pris quelques temps, qui a été assez fécond, mais qui a quand même pris pas mal de temps. On a abouti à la fin de l'année dernière c'était même pas encore un prototype, mais on va dire une preuve de concept, c'est-à-dire qu'on a pu essayer de voir, grâce à un tout petit échantillon de données, qu'il y avait une potentialité, qu'il y avait une possibilité de réaliser quelque chose d'intéressant en termes de lien entre les données, d'alignement entre les vocabulaires, et donc de recherche de complémentarité de collection et de valorisation de ces collections sur la base de ce premier groupe. C'est là qu'est intervenue la société Logilab, qui est une société de développement informatique basée sur les données scientifiques et que vous connaissez peut-être parce que c'est eux qui sont derrière le portail France Archive ou le portail Data BNF. Donc ils ont une certaine expérience de la gestion et de la mise en valeur de la donnée culturelle sous forme de graves de connaissances. Et pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que aussi le projet s'est pas mal accéléré ces derniers temps pour deux raisons essentielles. Il y a eu l'obtention d'une subvention du ministère de la Culture, donc l'appel à projet découvrabilité en ligne des contenus culturels francophones, donc qui
qui donne les moyens de développer et d'aller beaucoup plus loin que cette première preuve de concept qu'on avait fait jusqu'à présent. Et puis donc aussi des moyens humains supplémentaires. L'arrivée de Titouan a fait notamment que on a pu rentrer beaucoup plus dans l'opérationnel et là on rentre vraiment dans une phase de production et de développement assez intense qui amène déjà quelques résultats qu'on pourra bientôt présenter, on espère. Pas aujourd'hui, malheureusement, mais dans quelques semaines. Tu peux passer, je pense. Alors donc je disais mettre en lien le travail scientifique, le portail des collections tel qu'on est en train de l'imaginer et tel qu'il va apparaître sous peu, il a deux modalités. Ça va être autant de servir donc d'un point de vue professionnel que pour les utilisateurs, utilisatrices dans la découverte des collections des écomusées et des musées de société. Donc c'est à la fois dans le moteur de recherche qu'on souhaitera développer la possibilité de sélectionner une structure particulière avec donc la projection globale des collections présentées à partir de spécificités des thésaurus, des vocabulaires des écopoints musées. Donc en fait, ces thésaurus, c'est les modalités d'entrée. Hein, et ceux-ci, au jour d'aujourd'hui, ils sont à la fois pressentis et il y a tout un travail très stimulant à développer. Puis en même temps, c'est une fenêtre, puisque ça permet, au travers de cette cohérence à l'échelle nationale, eh bien, de tracer en fait des complémentarités d'objets et de travailler là-dessus derrière sur des visages humains, des expériences, des savoir-faire, des savoir-être, bref, ce qui définit les collections au sein de la FEMS. C'est aussi un outil conçu avec les participants à partir des besoins et des spécificités des écopoints musées. Donc là-dessus, tout l'enjeu, c'est une méthodologie itérative où le graphe et le portail vont se développer à partir des particularités, des problématiques, des spécificités des collections, de leur impossibilité à être déplacées ou alors peut-être leur possibilité future à être dépatrimonialisée, et donc de chercher à mettre en avant toutes ces tensions, toutes ces spécificités, ces particularités. Ouais, et donc au-delà de ces aspects qui sont assez scientifiques et donc liés à la valorisation, il y a un aspect peut-être un peu plus administratif, mais qui je pense peut avoir un intérêt pour pas mal d'institutions, c'est que ce portail, il est conçu comme avec le statut d'agrégateur intermédiaire, donc dans une stratégie d'agrégation des contenus culturels du ministère, donc la création d'une base qui rassemblerait tous les contenus culturels francophones ou français, qui est un projet en cours de longue date du ministère. C'était l'ancien moteur collection que vous avez connu, qui va être remplacé par quelque chose de nouveau. Et pour faire ce nouveau grand portail de la culture, la stratégie du ministère, en tout cas, c'est de mettre en place des échelons intermédiaires et qui font la communication entre les institutions à la base, si je peux me permettre, et ce portail. Ce portail qui est plus vu comme uniquement un portail de valorisation, mais qui est aussi vu comme la base de données qui permet de répondre aux différentes obligations réglementaires. Donc les institutions qui sont soumises à des dépôts sur Joconde ou ailleurs n'auront plus qu'un versement à faire potentiellement donc, dans le portail Graph Ethno, et ensuite les données seront aiguillées dans le bon canal selon les besoins, donc pour répondre à ces différentes obligations. Et c'est aussi l'occasion d'éventuellement travailler, là on revient un peu sur un aspect documentaire ou professionnel et aussi éventuellement scientifique, c'est aussi l'occasion donc de travailler sur la création de ressources partagées, de mettre en commun et de construire des outils documentaires qui peuvent aussi, donc qui sont à la fois donc spécifiques à nos types de collections et qui sont représentants de leur diversité, et qui peuvent ensuite aller monter effectivement à l'échelon supérieur et contribuer à renouveler éventuellement l'approche qui peut être celle de ces agrégateurs plus généralistes, on va dire, et faire intégrer à ces
à ces différentes grandes bases. Bon, Joconde, je ne sais pas si c'est possible de le faire évoluer, mais bon, au moins essayer de mieux représenter les spécificités des collections écomuséales et musées de société au sein de ces différentes plateformes. Et donc là-dessus, une rapide capture d'écran, puisque à la fois, donc là, il y a deux éléments qui sont qui sont très intéressants, c'est que le portail, il va arriver sous un aspect non publiable. Enfin, on ne pourra pas en faire une publicité, mais en tout cas, on aura déjà un squelette, et c'est à partir de ce squelette-là opérationnel qu'on va travailler à son élargissement jusqu'à un outil final qui puisse marcher, et ça en relation étroite avec toutes les structures participantes. Et en parallèle de ça, nous avons donc recruté tout récemment Thomas Iris, qui est designer graphique et expérience utilisateur, pour là aussi, non seulement pas uniquement réfléchir au flux de données qui traverse et comment est-ce qu'on aligne les objets les uns aux autres, comment on crée de la cohérence, mais également comment est-ce qu'on navigue dessus, comment est-ce qu'on simplifie les recherches et comment on permet finalement de créer un outil qui soit particulièrement fluide, hein, puisque voilà, il y a un certain nombre d'outils informatisés de gestion des collections qui sont complexes et qui demandent voilà, un certain entraînement. Après, bien entendu, plusieurs choses ont déjà été évoquées: faire découvrir les collections, favoriser leur circulation par des prêts entre écomusées et avec d'autres institutions nationales, affiner les politiques d'acquisition. Donc là aussi, ça résonne durablement avec les enjeux de dépatrimonialisation dont on a pu discuter, ou comment est-ce que justement, à la fois, eh bien peut-être que demain, on va arrêter d'acheter une vaisselle particulière autour de Saint-Étienne parce qu'il y en a déjà 150 000 dans la demi-douzaine de musées d'à côté. Et en même temps, ça va permettre d'enrichir une documentation de manière mutualisée et cohérente, et toujours dans cet objectif de pouvoir montrer les chemins humains, les identités de vie qu'il y a derrière. S'il te plaît, François. Merci. Et donc, voici le planning des prochains mois. Alors, on a à la fois dans la mise en portail, à partir du 8 avril 2025, ce premier prototype donc, qui sera opérationnel et qu'on pourra tester directement avec les structures participantes qui sont déjà affiliées au projet, et puis naturellement celles et ceux qui souhaitent tout à fait pouvoir nous rejoindre. Ça, c'est avec le plus grand des plaisirs, bien entendu. Ça va être également en printemps 2025 la création et l'activation de groupes de travail, puisqu'en réalité, il y a au moins deux typologies de recherche qui vont devoir être développées. Une sur la réflexion des thésaurus, qu'est-ce qu'on met en évidence pour définir et montrer les spécificités de nos collections, et de deux, un autre groupe de travail qui va permettre de travailler sur comment est-ce qu'on organise cette plateforme, ce portail, comment est-ce qu'on fait des recherches et comment est-ce qu'on essaie de rendre le plus fluide, autant pour des professionnels que pour des utilisateurs. Donc, bien entendu, dans des mouvements itératifs. Donc là, il y a un certain nombre de réunions, mais tout à fait stimulantes. Avec un objectif novembre 2025, une première version publique du portail, donc cette fois-ci accessible. On cadre hein, les choses, on l'espère, se passeront de cette manière-là. Maintenant, il y a des spécificités techniques, des fois, qui peuvent ralentir ou transformer un petit peu, ou même accélérer, hein, qui sait. Et puis, début 2026, les premiers échanges de données entre Graphethno et la base Joconde du ministère de la Culture, pour justement directement rentrer dans ces obligations vis-à-vis du ministère, avec le label Musée de France, par exemple. Et donc, en parallèle, on identifie dès maintenant, même à la fin de cette soirée, la possibilité de commencer à faire un certain nombre de réunions. S'il te plaît, François. Voilà, donc voilà un petit peu l'impact de participer au projet Graphethno, et puis je te... Oui, alors il faut... Ce qu'il faut bien voir ici, c'est que l'idée, c'est que la marche, le coût d'entrée, si je peux dire cette expression, soit le plus faible possible, et que surtout pour cette première phase, qui est aussi un peu une phase de test, d'être dans la phase de développement, qui est un accompagnement qui est important, donc de la part de l'équipe projet, pour à la fois donc aider les institutions qui seraient volontaires pour travailler dans cette première phase, et aussi pour recueillir de l'expérience, recueillir de nouvelles contraintes et essayer d'affiner le process de la façon la plus, enfin pour qu'il cadre de mieux en mieux avec les différents besoins. Donc voilà l'idée
de ce qu'on imagine là pour une institution qui voudrait rejoindre le projet maintenant, c'est faire une ou deux réunions de cadrage et ensuite assez vite de faire un test d'ingestion des données, mais un test, on va dire, qui est où on demande un jeu de données qui est brut, en fait, où on ne va pas vous demander de faire un travail spécifique de nettoyage ou autre. L'idée, c'est justement de réfléchir ensemble et de travailler ensemble à des méthodes de simplification, d'harmonisation éventuellement, ou de normalisation, si on peut dire, de ces jeux de données pour que ce soit à la fois simple en entrée et riche en sortie. C'est un peu les deux enjeux. Je fais juste un petit point sur ce que c'est, pourquoi on parle de graphe, parce qu'on est dans un choix technologique qui s'appelle le web sémantique, et qui a les grandes caractéristiques de ces technologies, c'est que les données sont toutes liées entre elles autant que possible. Donc chaque élément est potentiellement référencé par un terme de thésaurus, par un identifiant qui est utilisé communément à l'ensemble, potentiellement à l'ensemble des éléments du graphe. Et l'autre élément majeur de cette technologie, c'est qu'il n'y a pas vraiment de limite de modélisation et de limite de profondeur. C'est extensible un peu à l'infini. Le principe du graphe, à contrario, à une base de données, il faut que tout rentre absolument dans une case. Le graphe, lui, peut faire tache d'huile et s'enrichir au fur et à mesure. Donc ça nous semblait aussi être un choix intéressant qui collait avec nos besoins. Qu'est-ce qu'on doit dire d'autre? Donc, si là la porte est ouverte, si vous voulez en savoir plus, même nous rejoindre ou reprendre contact pour les institutions qui étaient dans les premières discussions et avec qui on n'a pas eu forcément le temps de rééchanger depuis quelques temps, n'hésitez pas. Là, on est tout à fait désireux d'avancer très activement et dynamiquement sur ce projet dans les mois qui viennent. Vous avez vu le planning juste avant, donc voilà. N'hésitez pas à venir nous voir. Merci. Oui. C'est bien. Est-ce qu'on peut alors, dans la méthodologie que je comprends, cette itération, c'est on part d'un objet, la plaque, et en fait, on va faire plein d'allers-retours en travaillant sur cette plaque. Donc, c'est un travail où on travaille à partir d'un objet spécifique en collaboration et on le teste. Et c'est comme ça qu'on le fait évoluer. C'est par des phases successives de test. Donc il y a beaucoup de retours, de ressentis, en fait on a mal fait ça, non, on n'aurait pas dû faire comme ça. Et on le réorganise, on le re-architecture de manière à ce qu'il soit le plus efficace possible à la fin. Donc on ne développe pas un produit, puis à un moment donné on le fait apparaître, puis après on fait 2-3 versions et puis tac, ça s'arrête. C'est le produit, le portail, il est là dès le début et en fait on le travaille tout le long jusqu'à la finalité du projet qui donne une version finale, on l'espère, la plus efficace possible. Il y avait une question que je relève. Est-ce que toutes les collections de tous nos musées tiendront sur ce portail? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où ça va être trop gros? C'est bien. C'est pas ma question expressée. Je pense que c'est pas obligé de tout mettre aussi. Mais je pense qu'on peut se poser cette question d'ici 2-3 ans, on verra. Là, pour les 2 ans à venir, je me fais pas trop de soucis. Si c'est un succès formidable, eh ben, on dimensionnera pour que le produit puisse supporter son succès. Je pense que faut
on peut passer à l'échelle. Le principe itératif aussi permet de redimensionner, de faire évoluer, etc. Je pense que l'architecture du projet telle qu'elle est construite techniquement au moins, et puis en gouvernance aussi avec le format associatif, je pense qu'il est assez il est robuste finalement, et puis il permet de s'adapter et de réorienter relativement fluidement, j'espère en tout cas. J'avais une question par rapport à l'interopérabilité. On travaille actuellement déjà avec des bases de données. Alors j'ai bien compris que dans le but final, ça pourra communiquer avec des bases déjà existantes, mais déjà pour alimenter les graphes, même si ce n'est pas la même technologie, est-ce qu'on peut déjà juste donner accès à nos bases de données existantes pour nourrir ces fiches-là? Oui, tout à fait. Le principe, c'est d'être capable de faire entrer n'importe quel type de format sous réserve d'avoir pris un temps, un moment de faire un tableau de correspondance entre les champs en entrée et les champs du modèle de données qui est choisi. Je fais une petite précision pour le modèle de données qu'on utilise. C'est un standard international qui est issu de l'ICOM, qui s'appelle le LIDO, et qui est un standard qui est relativement bien documenté et puis stable, et qui est fait pour représenter des objets culturels. C'est une sous-dimension du CIDOC CRM, si vous connaissez. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, l'architecture technique, elle se repose sur des outils ouverts qui sont relativement simples d'utilisation et qui peuvent, en tout cas en entrée, prendre un peu n'importe quel format. C'est un logiciel de gestion de base de données ou de mise en correspondance des données qui s'appelle OpenRefine et qui est un outil libre qu'on peut télécharger, que tout le monde peut télécharger, etc. Donc les outils, donc là c'est aussi un des projets qui va être développé plus intensément là, très prochainement. C'est un des forts enjeux du projet, c'est de développer une documentation technique la plus complète possible et la plus simple à comprendre si possible également, pour qu'il y ait le moins de difficultés pour participer. L'idée, ça avait été aussi de faire en sorte que des institutions qui ont très peu de moyens, qui n'ont pas de gestion informatisée de leur collection, elles puissent quand même participer à ce projet. Donc, on a envie que le verrou technique soit pas, enfin, qu'il n'y ait pas de verrou technique en fait, que tous les types d'institutions, tous les types de formats puissent rentrer. Sachez aussi que la plupart des logiciels de gestion de collection que vous devez avoir, enfin il n'y a pas un nombre illimité de ces logiciels, ils sont plus en train d'évoluer, ils vont de plus en plus intégrer ce format LIDO dont je vous parlais comme format d'export possible. Donc il y aura aussi à un moment donné un tuyau presque déjà clé en main, quoi. À l'heure actuelle, il y a absolument aucun coût effectué. C'est une question qu'on pose, qu'on doit aussi réfléchir, parce que derrière, il y a l'enjeu du paiement énergétique des data centers qui vont porter la chose. Donc sur forcément les processus de dénumérisation, bon, il y a des choses qui aussi se questionnent, et la question de décarbonation. Donc on va travailler aussi de manière à ce que les choses soient les moins lourdes. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, aucun coût n'est identifié, et il ne faut surtout pas qu'économiquement ce soit une contrainte dans le portage. Donc à voir comment est-ce qu'ensuite ça s'organise, comment c'est porté entre la FEMS, le MUSEM, etc., comment les choses évoluent, se classent. Mais à l'heure actuelle, non, c'est complètement ouvert et libre. Et c'est la volonté justement de l'être, parce qu'il y a une valorisation nécessaire.